Très heureux de vous retrouver pour cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. En visite de travail de 2 jours au Rwanda, la ministre britannique de la Sécurité, Suella Braverman, s'est rendue à l'exposition consacrée à la semaine du Commonwealth, l'organisation réunissant les pays ayant l'anglais en partage. Une exposition qui a clos ses activités au Car Free Zone. Dans l'après-midi, la ministre britannique Suella Braverman a posé la première pierre à l'endroit où sera érigé 1500 maisons pour accueillir les migrants en provenance du Royaume-Uni, basés en secteur Garanga, c'est en district de Kichukiro, ici, dans la ville de Kigali. Ces maisons devraient être achevées en 6 mois en raison de la technologie qui sera utilisée pour le construire. Les étudiants en médecine au Rwanda se déclarent déterminés à approcher davantage la population pour l'aider à prévenir ces genres de maladies. Les précisions avec Kassim Youssouf. Malgré que certaines personnes comprennent l'importance de la santé bucco-dentaire, l'on constate qu'il y a ceux qui se brossent les dents moins de 2 fois par jour. Il y a des gens qui, après le souper, pensent qu'il n'est pas nécessaire de se brosser les dents et vont dormir. Ça, ce n'est pas du tout bien. Lorsqu'on ne brosse pas les dents, ils se détériorent. À celui qui ne fait pas l'hygiène dentaire, je lui conseillerais de le faire matin et soir. Primo, c'est brosser 2 fois par jour et remplacer sa brosse à dents tous les 3 mois. Le Forum des médecins dentistes au Rwanda indique que certaines personnes aperçoivent des symptômes, mais elles ne leur accordent pas d'importance et attendent que la situation s'aggrave, ajoutant que négliger sciemment l'hygiène bucco-dentaire entraîne beaucoup de conséquences. Plus on n'y fait pas attention, plus les conséquences sont considérables. Des déchets contenant des microbes s'accumulent sur les dents et ces microbes se déplacent jusqu'à atteindre le cœur, entrent dans les nerfs et peuvent même provoquer l'avortement chez les femmes enceintes. Il y a beaucoup de conséquences qui résultent des maladies bucco-dentaires. Le Centre biomédical du Rwanda, RBC, exhorte les Rwandais à se soucier de l'hygiène bucco-dentaire et rappelle qu'il est important de faire le dépistage au moins tous les 6 mois. RBC demande à ceux qui souffrent de ces maladies de se faire soigner à temps. Nous interpellons les gens à se préoccuper de la santé bucco-dentaire en procédant convenablement à l'hygiène. Celui qui a déjà un problème sur un côté, qui n'attende pas que l'autre soit affecté pour enfin aller se faire soigner. Il faut le faire à temps parce que nous avons des médecins et les services sont bien fournis. Qu'on a à se faire soigner à temps. L'enquête de RBC de 2021 a révélé que 92% des Rwandais ont fait le dépistage parce qu'ils souffraient beaucoup et seulement 1% pour être fixés sur la situation sanitaire. Cette enquête a également montré que 67% des Rwandais font l'hygiène dentaire 1 fois par jour, alors que seulement 19% le fait 2 fois. La suite de ce journal, revenons un peu sur cette visite de la ministre britannique en charge de la sécurité, Suella Braverman, qui a eu plusieurs activités ce samedi. Suivons ces différentes activités commentées par Jean Damascène Manichim. À l'aéroport international de Kigali, la ministre britannique a été accueillie par la secrétaire permanente au ministère rwandais des Affaires étrangères de la coopération, Madame Clémentine Mukieka, et l'ambassadeur britannique au Rwanda, Omar Dayer. Le périple de cette grande figure de la politique britannique s'inscrit dans le cadre des échanges continus entre les 2 pays sur les accords de coopération entre le Rwanda et le Royaume-Uni, y compris les accords relatifs aux immigrants illégaux conclus entre les 2 pays.
Ces accords stipulent que le Rwanda pourra accueillir les migrants illégaux qui tentent de rallier le Royaume-Uni. Cette décision des autorités britanniques a été cependant compromise par certaines organisations qui ont saisi la justice pour faire annuler cette extradition. N'eût été cet obstacle, les premiers migrants auraient été accueillis au Rwanda en juin dernier. Cependant, en décembre dernier, la Haute Cour de Londres a jugé légal le projet du gouvernement d'extrader vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni, la lutte contre l'immigration clandestine étant l'une des priorités du gouvernement britannique. Peu après son arrivée au Rwanda, la ministre britannique a visité le site mémorial du génocide des Tutsis à Gisozi dans la ville de Kigali. Elle a fait le tour des différents compartiments du mémorial et a eu des explications sur la politique divisionniste de la colonisation qui a culminé avec la Première et la Deuxième République, plongeant le pays dans le génocide des Tutsis qui a emporté plus d'1 million de vies humaines. Suela Braverman a également visité le village moderne en cours de construction dans le district de Nyarugenge dans la ville de Kigali. Ce projet a une particularité d'être un village écologique. Actuellement, la construction de ce village a permis de créer plus de 700 emplois, 38% de ces employés étant des femmes. Le périple de la ministre britannique de l'Intérieur se poursuit au Rwanda. Le Centre biomédical du Rwanda, arabici en sigle et en anglais, interpelle tout un chacun à se préoccuper de l'hygiène bucco-dentaire et à se faire soigner à temps le problème dentaire, car sinon ils affectent considérablement l'entièreté du corps. Cette identification ou cette indication est faite alors que le monde célèbre le lundi la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Précision avec Kassim Issouf. Ce samedi, 300 d'entre eux se sont réunis à Kigali pour échanger sur les priorités de leur métier qui sont non seulement de bien traiter les patients, mais aussi de sensibiliser la population à prévenir diverses maladies. Ils ont mis un accent sur la santé maternelle et infantile qui doit être sauvegardée autant que possible. C'est en tout cas le point de vue du président de l'Association des médecins du Rwanda. Donc la prise en charge des patients ou bien d'une patiente qui viennent chercher le médecin, c'est pas seulement donner les médicaments, mais aussi essayer d'apprendre ou de comprendre des raisons pour lesquelles le patient qui est déjà juste devant vous a eu vraiment cette maladie. Parce que ça, c'est très important. Il y a beaucoup de facteurs comme la nutrition, comme l'éducation, comme par exemple aussi l'exercice physique qui, par exemple, peuvent causer beaucoup de maladies, surtout les maladies qu'on appelle les maladies chroniques, qui sont pour le moment aussi très nombreuses dans la population. L'autre chose, c'est qu'en donnant les médicaments, il faut aussi parler aux patients pour vraiment comprendre le besoin du patient. Parce que ce n'est pas seulement les médicaments qui vont permettre un bon résultat, mais aussi les besoins du patient. Il faut lui éduquer, il faut aussi lui discuter avec lui s'il y a un problème. Comment il faut faire juste pour que le résultat soit le meilleur. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Rwanda, Dr Brian Chirombo, félicite le Rwanda pour ses multiples réalisations dans le domaine de la santé, même si le chemin reste encore long. Rwanda, compared to many countries, Rwanda has made amazing progress. Comparé à d'autres pays, le Rwanda a obtenu beaucoup de résultats intéressants en termes de la santé publique. L'une des réalisations du Rwanda est d'avoir procédé à la décentralisation des soins de santé, mais il y a toujours un problème avec la qualité des services de santé. Il y a des choses qui devraient être améliorées. Les chiffres relatifs aux décès maternels et infantiles sont encore faibles comparativement à d'autres pays, mais c'est encore élevé. Nous avons encore beaucoup à faire et ceux qui auront un rôle à jouer sont ceux qui étudient la médecine. Les organes sanitaires indiquent que l'on compte actuellement au Rwanda un médecin pour 10 000 personnes, l'objectif étant d'avoir au moins 3 médecins pour 10 000 personnes. L'Association des étudiants en médecine au Rwanda compte plus de 500 membres, tandis que celle des médecins 400 membres.
Bienvenue donc à cet entretien à la télévision rwandaise. Il vit entre Paris et les États-Unis où il enseigne les littératures françaises et francophones et à la création littéraire à la George Washington University à Washington District. Poète, romancier, scénariste et essayiste, il est l'auteur entre autres du roman panafricain aux États-Unis d'Afrique et de la réflexion sur le génocide des Tutsis du Rwanda, Moisson des crânes 2000. Son œuvre, entamée en 1994, donc largement traduit, lui a valu de nombreux prix internationaux. Bienvenue à la télévision rwandaise, Abdulrahman Waberi. Et donc vous êtes à Kigali, donc je sais que ce n'est pas la première fois. Et vous pouvez d'abord nous expliquer la signification de votre nom, Waberi. Alors Waberi, dans les peuples de culture pastorale nomadique d'Afrique de l'Est, chez les Somalis par exemple, je suis partie de ces peuples-là, ou chez d'autres voisins, d'autres peuples voisins de même tradition, en fait les noms ont une signification, et notamment une signification qui a à voir avec les pastoralismes. Donc mon nom en Somalie est un nom très fréquent, Waberi avec un A plus long que la moyenne, signifie l'aurore, le retour du jour, la renaissance, l'éveil, vous voyez, toute cette idée-là. Donc quand quelque chose renaît, on appelle ça Waberi, l'aurore. Et quand dans une famille aussi, c'était une tradition d'appeler le premier enfant, s'il c'est un garçon, de l'appeler Waberi, pour ouvrir la famille. Ce n'est pas la première fois au Rwanda, donc vous avez été ici dans un projet extrêmement intéressant dans les années 98-99, à l'été 98-99, donc écrire par devoir de mémoire. Vous pouvez un peu expliquer aux téléspectateurs du Rwanda ce projet en quelques mots? C'était une idée de conversation, on va dire, comme on dit aujourd'hui, d'abord entre artistes. Donc des écrivains, des journalistes rwandais sont venus nous voir, des gens comme Kalisa Tarsis Rugano ou Jean-Marie Vianney Rwangwa, ou un journaliste regretté qui était de mon ami, qui s'appelait Théogène Karabainga. Et ces artistes nous ont dit, venez au Rwanda et essayez de voir de près ce qui s'y passe et expliquer aussi au public africain, que ce soit à Djibouti, à Dakar comme pour Boris Boubacar Diop ou ailleurs, qu'est-ce que c'est la spécificité d'un génocide africain. Et donc nous sommes venus ici pendant 2 étés et nous avons visité le pays. À l'époque c'était Kigali qui était très différente. Nous habitions à Nyamirambo dans un tout petit hôtel qui s'appelait le quartier le plus populaire de Kigali. C'est ça. Et voilà, on était vraiment avec la population et l'idée c'était un peu de prendre la température et de faire non pas des études ou ce que faisaient d'autres des historiens, on les rencontrait aussi ces gens-là, ou des avocats par exemple, mais d'essayer de voir d'une manière artistique, non pas les génocides lui-même, mais les effets, l'impact sur les gens. Donc à l'époque il y avait beaucoup de deuil, les mémorials, ce qu'on appelait les mémorials se mettaient en place, etc. Donc nous avions un peu suivi cette affaire-là et on l'avait rendu compte d'une manière artistique, subjective, personnelle, en faisant des romans comme celui de Murambi, du Sénégalais Boris Boubacar Diop, ou un petit recueil de nouvelles et de réflexions comme on travaille. Et en fait, ce travail a permis plus tard aux Rwandais, très vite ils vont arriver, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, ce qu'on appelle la diaspora, des gens comme Yolande Mukakasana et les autres vont arriver. Beata, un peu plus jeune, elle est arrivée plus tard, mais en tout cas, Yolande, Scholastique, des gens comme ça vont arriver à écrire Behen et comment il s'appelait, Véniste Kahimae, qu'on a rencontré ici, Benjamin Sehene qui était en France. Donc il va y avoir déjà un travail de médiation venu de cette fois-là des Rwandais, qui pour certains étaient à l'intérieur donc des rescapés ou d'autres qui étaient de la diaspora. Vous venez en 2023 participer aux rencontres internationales du livre francophone de Kigali. Et pourquoi ce projet vous intéresse-t-il?
D'abord, j'ai, comme on l'a dit, des attaches un peu affectives et personnelles avec le Rwanda. Puis je viens de l'Afrique de l'Est, donc je ne suis pas très loin, n'est-ce pas? On me dit souvent que je ressemble aussi à la population locale, et je le sais, puisqu'à Djibouti, je connaissais aussi des amis burundais ou rwandais qu'on confondait avec les Djiboutiens ou les Somaliens. Donc il y a cette proximité géographique dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ça fait partie de mon travail d'écrivain francophone, africain de langue française. Je l'enseigne aussi ces littératures. Donc je suis de près, à titre personnel, à titre professionnel, à titre artistique, ce qui s'est fait. Et donc, par exemple, nous accueillons les jeunes écrivains rwandais comme Beata Merez Oumi Mieye ou d'autres, donc, comment elle s'appelle, Gaël Faye, etc. Donc c'est presque aussi à titre on va dire, d'enseignant, c'est aussi mon travail de suivre de près ce qui s'est fait en France, en francophonie, au Rwanda et ailleurs. Et qu'est-ce que vous voulez présenter au public rwandais après ces quelques années? Qu'est-ce que vous avez préparé pour le public rwandais? Nous avons ici même, à l'intérieur, parce que c'est la deuxième édition, parce que les centres culturels français à l'étranger sont actifs selon les circonstances, les contextes. Donc ce n'est que la deuxième édition. Donc on est en train d'installer, moi, par exemple j'ai travaillé il y a quelques années au Mali, avant les crises maliennes. Pendant 10 ans on avait eu une édition francophone du livre francophone au Mali pendant 10 ans. Tu vois, et donc on a pu suivre. Là on a quelque chose qui redémarre, c'est la deuxième année. Et donc rencontrer les élèves, les lycéens rwandais, aller à l'université, ici même animer des ateliers d'écriture, tout ça, ce sont des relations que j'aurai avec les publics rwandais, j'allais dire scolaires et autres, académiques, sans même parler des collègues que je retrouve ici, par exemple Dorsi Rugombo, que je n'ai pas vu depuis longtemps, je les vois, Yolande qui réside ici, je les vois. Donc ne serait-ce que le plaisir d'aller boire une bière avec des copains, c'est aussi ça la famille. Vous avez découvert le Rwanda en 1998 et puis en 1999. Vous redécouvrez le Rwanda en 2023. Comment trouvez-vous Kigali? Kigali a été toujours une ville très agréable que j'aime beaucoup. Mais j'étais même venu en 2008 et je vois maintenant ça fait 23 ans la première fois. Donc on voit bien que la ville de Kigali de 98 n'a rien à voir avec la ville de Kigali de 2023. J'aurais aimé, à titre, je ne sais pas par flatterie, mais si toutes les villes africaines avaient fait un tel progrès, notre continent serait dans un meilleur lieu, dans un meilleur espace. Donc il faut savoir gré aux gens qui ont dirigé dans ces pays, aux autorités de ces pays, d'avoir fait un travail, ne serait-ce que d'architecture, d'urbanisme, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est un bonheur de voir une ville propre, etc. Ce n'est pas tous les cas des capitales africaines que je visite, à commencer par celle de mon pays d'origine, que je trouve qu'il ne progresse pas. Vous avez parlé de l'infrastructure, vous avez parlé de la beauté de la ville et vous avez certainement rencontré, vous l'avez mentionné, les artistes rwandais. Quelle appréciation faites-vous de l'évolution de ces écrivains rwandais, de cette poésie rwandaise, en général de ces artistes rwandais, de 98, quand vous découvriez Rwanda, à aujourd'hui en 2023? Je ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ce sont des impressions, mais moi j'en reste là, je suis un artiste, donc je ne fais pas une étude scientifique élaborée, définitive, tu vois. Mais il me semble que le sentiment que j'ai, les artistes rwandais, ou parfois franco-rwandais, ou d'origine rwandaise, ou en tout cas qui ont une relation avec le Rwanda et que je rencontre à l'extérieur déjà, des gens comme, je parlais des scolastiques, Mukasongo ou Gaël Faye ou Beata Merez Oumi, on a l'impression qu'on est dans maintenant une phase où on va être, où les génocides, il y a des jeunes Rwandais de 25 ans qui ne connaissent même pas cette histoire-là. Donc on est dans une nouvelle phase, on est une nouvelle génération et la médiation elle s'est faite différemment. J'étais très heureux de discuter avec un jeune artiste rwandais qui me disait mais moi en fait je m'inspire de l'esthétique japonaise et comment par exemple les Japonais ont intégré leur culture tout en étant ouverts à la modernité. Donc je trouve que par exemple ces pistes-là sont des pistes d'avenir.
pas seulement, par exemple, le Japon a ceci d'intelligent, enfin ceci de remarquable, qu'il n'a pas peur. C'est-à-dire que pour arriver au développement, il n'a pas été obligé de perdre son âme. Tout le monde connaît les samouraïs, tout le monde connaît tel ou tel aspect de la culture japonaise. D'ailleurs, leur langue, ils la parlent encore. Et ils n'ont pas eu à vendre ça pour accéder au développement. Vous voyez, et je pense que j'ai le sentiment qu'un pays comme le Rwanda peut être dans cette posture-là, où il va garder la tradition de danseurs et des guerriers, par exemple, avec une nouvelle esthétique qui vient du jeu vidéo. Vous voyez, moi, ça c'est des choses que j'aimerais voir dans ce pays et que je verrai probablement dans ce pays. Et de ce point de vue-là, c'est la scène culturelle du Nouveau Rwanda, quoi. Nous remercions donc notre invité, Abdulrahman Waberi, d'avoir répondu présent à cette invitation. Et après avoir vécu à Paris, à Washington, nous espérons que vous auriez un pied-à-terre à Kigali aussi un de ces jours. Oui, entre Nyamirambo et Kiruma, mon cœur balance. En tout cas, merci beaucoup et on vous souhaite un très bon séjour ici au Rwanda. Merci beaucoup.